Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Talkback GP consacrée au débrief du Grand Prix de Malaisie. Un débrief un peu particulier, hein, vous pouvez le voir ce soir parce que les différentes conditions n'étaient pas réunies pour qu'on soit à la fois en studio et qu'on soit à la fois avec Michel et Thomas en direct lundi soir. Donc de fait, on va rien vous cacher, on a enregistré cette émission juste après le Grand Prix, c'est-à-dire dimanche en début d'après-midi. Ce qui n'empêche pas que je vais retrouver Michel Turcot et Thomas Morcellino, qui, eux, à cette heure-là, et vous le voyez, sont en salle de presse en Malaisie, sur le circuit de Sepang. Donc, s'il y a quelques petits bruits parasites annexes, vous n'en excuserez, parce qu'en fait, il y a du monde autour de Michel et Thomas. Bonsoir, Michel. Salut, Eric. Salut, Thomas. Salut, Eric. Salut, Michel. Bon, on est à côté, hein, on se voit, mais ouais, bonjour quand même. Salut, ouais. On a passé le jour ensemble. Ouais, ça va 5 minutes. Vous pouvez vous séparer au moins 1 heure pendant l'émission. Bah oui, c'est ça. Alors, je le disais, on va débriefer évidemment ce Grand Prix de Malaisie, avant-dernière épreuve de la saison 2024. Et on dit bien avant-dernière épreuve parce qu'en dépit, on va commencer rapidement avec ce sujet qui a été quand même très catastrophique et très problématique. En dépit des graves inondations et des dégradations très importantes dans la région de Valence, il y aura bien un dernier Grand Prix et la raison l'a emporté, Michel et Thomas. C'est un Grand Prix qui se déroulera à Barcelone et qui n'enlèvera rien au suspense du championnat du monde. Eh bien, écoute, non, le suspense reste entier. Oui, on va y revenir, mais il faut. Il y a quand même 24 points au soir de cette avant-dernière course entre les deux candidats au titre. Donc voilà, le suspense est un peu émoussé, mais en tout cas, il est toujours là. C'est pas fait, c'est pas joué. Donc oui, il fallait à tout prix qu'il y ait une 20e course cette saison. Et voilà, il y a évidemment le drame qui frappe aujourd'hui la région de Valence. À côté de lui, les moteurs du championnat a annulé cette course, même si pendant un moment ils ont pensé la maintenir, ce qui a quand même causé l'incompréhension de pas mal d'acteurs du championnat, et particulièrement les pilotes qui ont dit mais c'est qu'on puisse envisager de conserver ce grand calendrier. Pas tant pour les dégâts que le circuit a été victime, puisque finalement il était perdu, mais par respect pour toutes les familles qui sont endeuillées et qui ont tout perdu à cause de ces inondations torrentielles. Donc voilà, on imagine bien que l'Espagne et particulièrement la région de Valence a autre chose à faire que d'organiser, que les ressources humaines doivent être employées à sauver des gens, à essayer d'aider les citoyens plutôt qu'à réparer des routes pour aller au circuit. Thomas, il y avait d'autres pistes que celles de Barcelone, je dirais des pistes cohérentes, parce qu'on a beaucoup parlé du Qatar, mais ça me semblait un peu, comment dire, ahurissant de faire rentrer tout le monde en Europe pour renvoyer tout le monde au Qatar ensuite. Cette piste, elle a été vraiment étudiée ou ça faisait simplement partie des rumeurs? Non, ça a été vraiment étudié parce que après, en dehors du fait de continuer, enfin de parler, sans parler du fait que le fret, pardon, allait être envoyé en Espagne, c'est aussi le fait que, par respect encore une fois envers les victimes, envers tout ce qui se passe à Valence et tout ça, faire la fête en Espagne n'était pas forcément non plus quelque chose qui était aussi en tout cas d'actualité. Donc c'était d'aller au Qatar, qui semblait être un bon compromis, pour aussi faire les tests qui se déroulent juste derrière. Voilà, donc c'était vraiment une éventualité. Jusqu'à hier soir, on était à peu près à 50-50 entre Barcelone et Barcelone et le Qatar. J'ai du mal, désolé. Et ensuite, il y avait aussi d'autres choses qui se passaient. C'est qu'il y a le Grand Prix de F1 en fin de mois de novembre au Qatar également. Donc c'était aussi C'était compliqué aussi. voilà, par rapport à tout ça, parce qu'il ne faut pas 2 jours pour organiser un Grand Prix de F1. Donc il y avait aussi un peu tout ça. Ok. Bon, en tout cas, le bon sens l'a emporté. On espère évidemment qu'il y aura beaucoup de choses qui seront ramenées sur les victimes de Valence, et j'espère que la Dorna, en ce sens, fera des choses. Pour l'heure, ce qui nous concerne, c'est ce Grand Prix de Malaisie. Et quel Grand Prix de Malaisie? Parce que, encore une fois, on le dit lors de chaque Grand Prix, messieurs, on passe par des ascenseurs émotionnels, assez dingues. Hier, on a vu, hier samedi, puisqu'on enregistre dimanche, hier samedi, on a vu ce qu'on pensait ne pas être possible, à savoir Pecco qui va à la faute et qui offre quasiment sur un plateau le titre. Et aujourd'hui, dimanche,
un Pecco impressionnant au-dessus du lot, et puis une bagarre mais absolument incroyable. Michel et Thomas, quel a été votre sentiment sur ce début de course où on a vu Pecco qui prenait tous les risques, ça on peut s'y attendre, c'était logique, mais Martin qui rentrait dans la danse et qui nous a offert 3 tours absolument exceptionnels. Ça vous a surpris, ou c'est quelque chose à laquelle vous attendiez, ou ça a été vraiment contre ce que la logique aurait voulu par rapport à Martin? Écoute, j'avoue que je m'attendais pas à ce que, enfin, je m'attendais à ce que Pecco fasse le début de course qu'il a fait, sachant qu'il avait quand même fait la pole. Bon, après, voilà, depuis le début du week-end, les deux, ils étaient encore au-dessus de tout le monde, hein. La séance de qualif a été hallucinante. Ils sont à tour de rôle, ils ont amélioré les chronos pour exploser le record du tour. Donc voilà, c'était clairement les deux pilotes au-dessus, comme d'hab. Mais voilà, Pecco, on sait que le dimanche, c'est le jour où il est plus fort. On sait aussi qu'il est tombé la veille parce qu'il s'est un peu déconcentré. Et voilà, il fallait qu'il gagne, donc on sait qu'on peut compter sur lui. Donc voilà, qu'il parte devant, c'était prévisible. En revanche, comme tu le dis, c'est un peu plus surprenant que Bagnaia essaie de résister comme ça. Pardon, que Martin essaie de résister. Il l'a fait en prenant beaucoup de risques. Après, comme il l'a dit lui aussi hier, dès qu'il se met un peu dans une zone, on va dire, de confort et de gestion, c'est là aussi qu'il commet des erreurs. Donc, je pense que c'est un peu ce qui lui a traversé l'esprit. Mais bon, rapidement, quand il a admis que Pecco serait un peu au-dessus du lot sur cette course, et surtout qu'il voilà, il suffisait de l'avance qu'il a prise qu'il avait prise depuis la veille. Voilà, il suffit qu'il termine derrière, et il se retrouvera en très très bonne position dans 15 jours pour aller chercher le titre. Donc ça ne servait à rien non plus d'en faire de trop et de risquer de tomber à son tour. Alors, il y a aussi une chose qui a surpris par rapport à Bagnaia, hein, de Martin, c'est son choix pneumatique, Thomas. Il a été le seul à partir, ou je crois qu'il y a Marini aussi qui est parti en pneu médium à l'avant. C'était assez surprenant. Alors, on pensait qu'il serait handicapé en début de course et mieux sur la fin de course. Et quand on a vu les 3 ou 4 premiers tours, finalement, ça ne l'a pas freiné. Mais c'est un peu surprenant. On se rappelle aussi du cas de figure en Australie où il avait fait un choix différent. Est-ce que, à ton avis, ça aurait pu peut-être lui coûter un peu plus cher, mais du coup, comme il s'est mis à gérer, ça a eu moins de conséquences? Tu parles de qui? De Bagnaia ou de Martin? De Martin, pardon, de Martin. Ah, oui, Avant non, médium, puisque les autres étaient en soft, hein, si je ne dis pas de bêtises. oui, c'est ça. Après, si tu veux, là, si tu suis la logique de la course, à la fin de la course, Martin revenait progressivement sur Bagnaia avant qu'il commette une erreur au virage 9, où Pecco est tombé la veille. Mais c'est justement là, comme Michel le disait, qu'à partir de ce moment-là où il a dit, bon, allez, je reste concentré, je finis deuxième, je ne vais pas éviter de me mettre par terre. Et donc, on voit que cette différence avec le pneu a eu lieu en fin de course. Et d'ailleurs, je crois que c'est Johan qui le dit, hein, que la fin de course a été un peu plus compliquée, justement, cette gestion du pneu. Donc, je pense que le pari de Martin aurait pu fonctionner en fin de course. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et justement, par rapport à ce qu'on disait, le fait qu'il essaye de revenir en fin de course, si j'ai bien compris, a priori, au niveau des consignes chez Pramac, on lui avait dit tu te calmes. L'idée, comme tu le disais, Michel, c'est de rester derrière. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il veut vraiment peut-être assommer, ou en tout cas montrer que c'est lui le plus fort. Est-ce que ça, c'est pas quand même risqué, même si maintenant il a 24 points d'avance, Michel? Écoute, non, déjà, bon, ce choix de pneu, il l'a fait justement parce que la stratégie, c'est de rester derrière, et donc éviter avec le pneu médium, d'éviter de trop prendre de température, sachant qu'en plus, il faisait beaucoup plus chaud aujourd'hui qu'hier à ces pentes. Donc voilà, après, comme je te l'ai dit, ce qu'il a expliqué aussi, c'est que quand il est sur la réserve, c'est là qu'il fait des erreurs. Donc voilà, il était en confiance, il était bien, donc c'était aussi pour ça qu'il a attaqué. Après, au bout de 3 tours, il a compris que ça ne le ferait pas, et donc c'est à ce moment-là qu'il est resté sagement derrière. Et voilà, il s'est dit peut-être en fin de course, j'en ai un peu plus. Il a gagné 4 dixièmes sur un tour, mais voilà, il a failli se mettre à plat ventre, et finalement la raison l'a emporté. Il a lâché que 5 points, sachant que s'il était tombé, il serait retrouvé avec seulement 4 points d'avance pour la dernière course. Donc il a fait ce qu'il fallait faire.
Alors du côté de Bagnaia, lui, il a plus le choix maintenant hein, sur les 3 courses qui restaient à disputer en partant de dimanche matin. Il faut qu'il gagne. Il l'a dit lui-même, hein, son championnat n'est plus entre ses mains. Hein. L'éventuel 3e titre n'est plus entre ses mains. En revanche, ce qui est impressionnant, Thomas, puisque toi tu t'attaches aux statistiques, c'est 10e victoire dans la saison pour Pecco. Et c'est là où on mesure tous les points perdus en sprint avec ses erreurs, parce que je crois qu'il est tombé 8 fois hein, pendant les courses sprint, enfin 8 résultats blancs pendant les courses sprint. Michel, je te laisse la main parce qu'on en discutait juste avant, mais je te laisse la main sur justement ces chiffres-là dont on discutait tout à l'heure. Non, écoute, alors justement, c'est Tardozzi qui m'a expliqué, enfin qui m'a souligné ça tout à l'heure. Effectivement, c'est que Pecco cette année est tombé 8 fois en tout et pour tout, donc 7 fois en course, en sprint et Grand Prix. Et Grand Prix. Alors que Martin est tombé lui 15 fois et sur ces 15 fois, seulement 3 fois en course, c'est-à-dire que seulement 3 chutes sur les 15 lui ont coûté des points. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant cet écart-là. Et si on enlève les sprints, si on compte pas les sprints depuis le début de l'année, eh bien c'est Pecco qui sera en tête du championnat avec 24 points d'avance, exactement l'avance que possède Martin aujourd'hui avec les sprints. Ces chiffres, c'est amusant. Je laisserai notre ami le docteur les interpréter. Nous t'écoutons, cher docteur. Attends, qu'est-ce que tu as dit comme chiffre précisément? On se remarche pas sur les pieds. Non, je disais qu'il y a 24 points d'écart aujourd'hui en faveur de Martin, oui. Un Grand Prix de la fin, et que s'il n'y avait pas eu les sprints, eh bien cet écart il serait identique, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que exactement. Donc c'est quand même. Exactement. Et sauf que l'avantage. Numéro, c'est pour ça que je disais, qu'est-ce que tu dis? Un signe. Oui, non, c'est sûr. Après, le truc qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, grâce aux victoires de Bagnaia, comme il en a 10, Bagnaia aurait eu besoin que d'un seul point pour être titré. Alors que là, Martin en a besoin que 2. On en a besoin de 2, pardon. Donc voilà, ça sera encore plus à l'avantage de Pecco si on ne conservait que les courses. Voilà, comme il l'a dit tout à l'heure à la télé, alors je sais plus, je crois que c'est la télé italienne, où il disait, effectivement, oui, si on sent les sprints, avec les courses, je suis content de rejoindre les noms des 10 vainqueurs sur une même saison, des 10 vainqueurs, des 10 victoires sur une même saison, comme Rossi ont pu le faire, comme Stoner a pu le faire, comme Marquez a pu le faire. Mais voilà, cette année, depuis l'année dernière, il y a les sprints. Donc malheureusement, il doit composer avec. Et aujourd'hui, celui qui arrive vraiment en sprint à faire la différence, c'est Martin. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Donc cette année, il a vraiment manqué que très peu de fois le podium. Je crois que c'est 4, hein, Michel en avait compté hier. 4 fois le podium, il a manqué en sprint cette saison. Sur 19 courses, ça fait beaucoup et ça fait les comptes à la fin. Ouais, ça fait cet écart. Après, c'est sûr que si on commence à rejeter les sprints, etc., maintenant, c'est pour tout le monde pareil. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand ça a été instauré, certains disaient ouais, ça sera bien parce que ça permettra de compenser certaines choses. Aujourd'hui, on voit bien que c'est Martin qui maîtrise parfaitement cet exercice. Maintenant, tout le monde est logé à la même enseigne et c'est pas Marquez, par exemple, qui dira le contraire. On y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, la question, elle est simple. Au championnat, il y a 24 points d'avance pour Jorge Martin. Barcelone, j'ai regardé, hein, le Grand Prix avait été gagné par Pecco en début d'année, hein, devant Martin, justement. Et Pecco était tombé du côté du sprint. Donc, concrètement, à quoi on peut s'attendre, messieurs, votre pronostic sur ce dernier rendez-vous de Barcelone? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario catastrophe, à savoir que Pecco renverse la table et revienne sur Martin, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un Martin, ce qui ne serait pas dans son tempérament, on va dire, un peu épicier, un peu calculateur? À quoi on peut s'attendre à Barcelone? Tu commences, Michel? Ouais, écoute, non, de toute façon, Bagnaia, il ne peut pas renverser la table. Il faut qu'il espère une erreur de Martin. Voilà, Martin. Il suffit qu'il marque Pecco à la culotte. Après, sur ces deux, c'est un circuit. Pour leur avoir posé la question après la course, c'est un circuit où tous les deux se sentent bien, où ils sont rapides. Martin a fait podium cette année, l'an dernier. On vient que l'année d'avant, Pecco était tombé alors qu'il était en tête juste après le départ. Mais voilà, c'est un circuit où on va les retrouver tous les deux aux avant-postes. D'autant que c'est un circuit où Marquez est toujours en difficulté.
Voilà, même s'il reste pas, même quand il est en difficulté, il est jamais loin. Mais bon, là, on peut imaginer qu'on va avoir les deux mêmes aux deux premières places. Donc, si Martin est intelligent, il a juste à finir derrière. Et puis il sera champion du monde. Après, comme l'un et l'autre l'ont fait remarquer, on va quand même arriver à Barcelone mi-novembre. Les conditions seront forcément très différentes du mois de mai où il fait toujours très chaud. On sait que la piste elle est hyper glissante. On sait aussi que c'est une piste piégeuse. Il y a deux virages notamment qui peuvent être un peu traîtres. Donc il peut se passer encore des choses. On peut avoir des chutes pour une petite erreur, un peu de pression, de déconcentration. Ça sera la finale. Il y aura aussi plus de pression. Après, Michel, il y a aussi le fait que dans l'équation, on peut aussi rajouter les Aprilia qui fonctionnent super bien depuis l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, Thomas, ouais, exactement. Ouais, avec Aleix Espargaro qui aussi fait son hommage et ses adieux au MotoGP, entre guillemets, en tant que pilote permanent. Donc, ça rajouterait potentiellement des pilotes, qui pourraient se mettre entre les deux, potentiellement. Alors après, voilà, est-ce que cette période de l'année changerait la donne? On verra. Mais si tu veux, ce week-end, ils étaient vraiment au-dessus du lot. Il y avait, voilà, donc je pense qu'à Barcelone, peut-être que ça resserrera un peu les écarts. Je sens dubitatif, Michel. Ouais, j'ai un peu du mal à croire quand on voit le niveau de performance des Aprilia depuis quelques courses, le niveau de motivation des pilotes aussi, les difficultés qu'ils ont. Là, c'est vrai que sur les courses asiatiques, là, ils ont encore souffert avec une moto qui se transforme en cocotte minute. Donc, mais oui, il faut espérer pour eux qu'ils soient performants. Mais pour moi, aujourd'hui, Martin et Bagnaia sont tellement rapides et performants. Là, c'est pareil. Si on regarde encore où est le troisième, Bastianini, avec la même moto, il avait gagné ici l'an dernier, il est à 7 secondes. Donc, ils sont vraiment sur une autre planète tous les deux. Donc, à mon avis, ça va être encore un mano à mano. Et si c'est un mano à mano, ça sera forcément en faveur de Martin, puisque Pecco, comme il l'a encore répété, il aurait besoin que les autres s'intercalent pour reprendre des points. Donc, c'est sûr que Martin, il a son destin en main. Ouais, après, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas totalement occulter ce que vient de dire Thomas par rapport aux Aprilia. Je regardais aussi la composition des podiums. Il y a aussi Acosta qui était monté sur le podium en début de saison à Barcelone. Et puis Viñales, on se rappelle que même avec l'Aprilia, il n'avait pas été trop mal. Ça avait été compliqué cette année, mais il y a 2 ans, ils avaient fait le doublé tous les deux. Donc l'idée, évidemment, c'est pas de tirer des scénarios, de science-fiction, mais c'est vrai que l'idée, ça serait peut-être que ça joue sur la dernière course, le Grand Prix, et non pas sur la sprint, parce qu'aujourd'hui, si vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais si Martin gagne la sprint, ça y est, il est champion. Oui, attention, il faut que 2 points d'écart des points d'écart, pardon, excusez-moi, je m'exprime un peu mieux. Il faut qu'il marque 2 points de plus. Voilà, il faut qu'il marque 2 points de plus. Donc en gros, il faut qu'il lui colle, comment on peut dire proprement. À la selle arrière, à la selle. Il faut qu'il le colle, qu'il le lâche pas. Je veux dire qu'il le marque jusqu'à la fin, parce que 2 points d'écart, même si c'est au sprint et que les écarts sont moins évidents entre guillemets, voilà, s'il gagne, ok, c'est plié. Par contre, s'il fait deuxième, il faut que l'autre ne gagne pas la course. Et s'il fait 3, c'est 5. Enfin, toi, il faut vraiment, il n'y a pas cette possibilité de se dire, je peux finir 7, ça irait, ou je peux finir 6. Non, là, c'est vraiment 2 points d'écart. Donc le sprint, c'est aussi à double tranchant. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait très peu d'écart entre les positions en termes de points, c'est encore plus compliqué, j'imagine, à gérer stratégiquement par Bagnaia. Michel? Ouais, moi, je dirais que l'adversaire numéro 1 de Martin, ça sera lui-même. Parce que forcément, se dire dès le samedi, il sait que c'est le plus fort au sprint. En plus, tout le monde n'arrête pas de le répéter. Pecco le premier de le dire. Donc, est-ce qu'il va se dire, bon, c'est moi le plus fort, je vais gagner samedi, et comme ça, je puis l'affaire. Et là, il peut prendre un risque de faire une erreur et de tomber, ou il se dit, bon, de toute façon, je prends pas je vais gérer, je vais rester derrière Pecco. Voilà, c'est trop son tempérament en plus. Ça peut être assez mental comme jeu. Et puis encore une fois, on verra aussi les conditions qu'on aura à mi-novembre à Barcelone. On sait que malheureusement, quand on voit les variations climatiques aujourd'hui et les conséquences qu'elles ont, on peut s'attendre. Il peut faire chaud, il peut faire froid, il peut pleuvoir. Personne ne sait dans 15 jours quelle météo à Barcelone.
les pilotes, Pecco et Martin, quand vous les avez croisés après la course, ils étaient déjà focus sur Barcelone. Donc, juste pour terminer sur ces deux prétendants au titre, dans quel état d'esprit ils repartent de Malaisie, confortés, résignés pour Bagnaia, confortés pour Martin? Dans quel état d'esprit ils sont avant ce dernier rendez-vous? Écoute, ils sont. Je pense que je sais pas quoi te répondre là. Martin, il est content de sa position, Ouais. c'est le leader. Pecco, il a encore fait une super course, il a 10 victoires, donc forcément il y a les regrets de hier, mais voilà, il le dit, il faut que l'année prochaine il améliore les sprints parce que c'est un vrai problème pour lui. Il comprend quelque part, il y a personne comprend trop pourquoi en sprint il n'arrive pas à doubler, attaquer, être agressif comme il peut l'être le dimanche après-midi, et ce dès le début de course, parce que s'il était performant comme un Bastianini sur la fin de course et qu'il n'était pas au début, ça serait une chose. Mais là, en fait, quand il arrive le dimanche, il est dans un état d'esprit qui fait qu'il se sent une âme de vainqueur potentiel. Et quand il est en sprint, il est toujours pas très à l'aise sur le début de course. C'est vrai je pense qu'il y a un truc à travailler psychologiquement pour lui sur ce point-là, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Enfin, je sais pas, Thomas, si tu seras d'accord avec moi, mais c'est ce qu'on a dit sur les précédents débriefs. On a l'impression qu'il faut qu'il soit absolument dos au mur, Bagnaia, pour être, je dirais, mais vraiment un extraterrestre au-dessus du lot, quoi. Parce que, encore une fois, la démonstration qu'il a faite ce matin en début de course, résister comme ça à Martin, et bon, même si lui n'avait évidemment rien à perdre, entre guillemets, c'est quand même impressionnant cette maîtrise et cette totale maîtrise qu'il avait, parce qu'il a été quand même impressionnant, Thomas. Ouais, après, c'est difficile à dire. C'est vrai on en parlait tout à l'heure encore avec Michel. C'est vrai que je suis admiratif de sa concentration, ouais, en tout cas le dimanche. Et c'est vrai que le samedi, il est peut-être un peu plus perturbé. Mais je ne pense pas que ce soit parce qu'il est dos au mur qu'il fait ça. En fait, je pense que Pecco, le dimanche, il est plus dans la maîtrise que le samedi, comme disait Michel. Je pense pas que ce soit lié à la pression. Alors après, certes, peut-être qu'il a une gestion de la pression peut-être un peu plus facile, ou en tout cas, il arrive à mieux la gérer. En tout cas, en ayant plusieurs fois géré un titre aussi, que ce qu'il a, que le fait qu'il soit mis dos au mur, quoi. En tout cas, cette faculté à se remobiliser, hein, parce que c'est vrai que samedi soir, on le voyait, il avait compris qu'il avait fait une grosse erreur, mais là, aujourd'hui, ce dimanche, on avait l'impression que ça y est, tout était balayé. Enfin, évidemment que c'était une autre journée, mais je veux dire, ce qui s'était passé la veille ne comptait plus, quoi. C'est vraiment ça qui m'impressionne, moi, chez Bagnaia, c'est cette faculté à, j'allais dire lâcher prise, peut-être pas, mais à faire fi de ce qui s'est passé 24 heures avant, quoi. Et c'est là où il est vraiment impressionnant. Et bien, écoute, mon cher Eric, c'est exactement ce qu'a souligné Martin en conférence de presse, hein, en disant que ce qu'il admirait le plus chez. Vous m'avez perdu ou quoi? Non, on t'entend, Je il n'y a croyais pas de que non, souci. excusez-moi, je croyais que c'est coupé. Ouais, Non, ce que non, non, disait non. Martin en conférence de presse, c'est que ce qu'il admire le plus chez Pecco, c'est sa résilience. Voilà, cette capacité à tourner la page, à oublier quand il fait un faux pas, ça le met jamais à terre, quoi. Parce que, Mm, je lui ai posé cette question pour comment il explique ça. Et il dit simplement parce qu'il sait il sait ce qu'il peut faire, il sait de quoi il est capable. En fait, il a une énorme confiance en lui, et c'est pas de la suffisance. De toute façon, on voit bien, c'est quand même un garçon qui est pas prétentieux mm. qui est pas prétentieux, qui la ramène jamais, qui en fait jamais plus, mais qui est profond, qui a une profonde confiance en lui, et c'est sa force. Ouais. C'est sa force. Mm. Oui, puis comme tu le dis aussi, et c'est là où on verra comment Martin est fort, même s'il a progressé mentalement cette année. Comme tu le disais, Pecco, il a l'expérience de la gestion des deux précédents titres, et on verra comment ça se passera à Barcelone justement pour Martin, puisque lui va être vraiment confronté à ça lors de ce rendez-vous de Barcelone, même s'il est dans une situation un peu plus confortable. Alors, on va aussi passer à l'autre match dans le match, même si on l'a vu, hein, on en a parlé la semaine dernière,
Lui, ça ne le concerne pas vraiment, même si je dirais que statistiquement, c'est bien de terminer sur le podium du championnat du monde, à savoir la bagarre entre Marc Marquez et Enea Bastianini. Marc Marquez, il nous a fait du Marc Marquez. Il a été impressionnant en course sprint. Il termine encore une fois sur le podium. Et puis en Grand Prix, il nous fait du Marc Marquez aussi, c'est-à-dire qu'il veut suivre les deux extraterrestres de devant, il prend des risques et finalement ça finit par terre. Il remonte, il grappille quelques points, mais ce qui permet à Bastianini en fait de revenir à un seul point de Marquez avant le rendez-vous de Barcelone. Est-ce que, encore une fois, Marquez fait fi de cette position au championnat et il veut de toute façon rester aux avant-postes et se battre avec les deux autres? Ou est-ce que finalement, de fait que Bastianini est revenu à un point de lui, il va être obligé de se concentrer un peu sur cette troisième place? Michel, et puis après on passe la parole à Thomas. Écoute, moi je serais pas trop de quoi te répondre là, parce que j'ai pas vu Marquez après la course, je l'ai vu après le sprint. Donc voilà, après comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un circuit c'est pas un circuit qui lui convient, c'est comme Barcelone, les circuits où il y a des virages rapides à droite, il est jamais bien. Il a eu la chance hier de prendre un excellent départ et il a eu la chance aussi qu'il y ait eu un peu du grabuge, mais voilà, après aujourd'hui, il fait à peu près la même course que la veille, à part que cette fois, c'est lui qui tombe, c'est pas Bagnaia. Donc, et Bastianini fait deux fois les mêmes courses le samedi et le dimanche. Je ne sais pas si Marquez fait du Marquez, mais je ne sais pas comment il a expliqué sa chute. Moi, je l'ai pas vu donc je sais pas. Marquez, il explique sa chute en fait en disant que, un peu comme ce qu'a fait Pecco hier, c'est-à-dire qu'en voyant l'écart qu'il avait avec Bastianini qui était 4e derrière lui, il a dit qu'il allait gérer un petit peu, donc façon de parler, lever le pied, et donc du coup il est parti, il a fait une erreur à cause de ça, juste en se détendant sur la moto, il a fait une erreur. Donc clairement c'est son erreur, clairement c'est ce qu'il dit, et que il arrive à gommer un peu cette erreur en restant 3e au championnat avec un point d'avance sur Bastianini. Mais en gros, c'est ça qui résume en substance sur cette course, quoi. C'est juste une erreur de sa part et totalement son erreur. Ouais, on le voit un petit peu sur les images, il est un petit peu hors trajectoire quand il freine. Peut-être qu'il s'est un petit peu effectivement déconcentré, mais ça encore, c'est juste exceptionnel parce qu'on revient sur le même registre que Bagnaia ou Martin. Tant qu'ils sont à la limite, c'est des funambules. Et finalement, dès qu'ils relâchent de quoi, allez, 2-3 dixièmes peut-être, et c'est là où ils commettent les erreurs. C'est juste incroyable. Donc, Marquez, évidemment, offre de précieux points à Bastiani. Bastiani, on pouvait l'attendre. L'année dernière, il avait gagné. Alors, certes, comme tu l'as dit, Michel, il avait pas son mot à dire ce week-end par rapport à la victoire parce que les deux autres étaient sur un autre tempo. Mais finalement, il fait une fin de saison qui est quand même plus que correcte, notre ami Bastianini. Oui, après il était déçu ce week-end, parce qu'il voilà, il a jamais trouvé avec l'avant de la moto et il n'a pas été en mesure de suivre les deux autres, alors que l'an dernier il avait dominé tout le monde. Donc pour lui, c'était pas un bon Grand Prix aujourd'hui et je pense qu'il s'attendait à beaucoup mieux ce week-end, quoi. Lui, par contre, sera plus focus sur cette troisième place finale. Ça, c'est clair. Il en a fait son objectif maintenant, Thomas, non? De toute façon, avec un point d'écart, bien évidemment, qu'on peut imaginer qu'il peut quitter Ducati en terminant sur la 3e marche du podium. Ça fera sur le podium final 2 pilotes qui quitteront Ducati à la fin de saison. Oui, c'est sûr. Après, Bastianini, là, aujourd'hui, comme tu disais, il est sur une bonne fin de saison, puisque là, je crois qu'il enchaîne son 6e podium en sprint. Là, il fait podium aujourd'hui. Donc oui, il fait une belle course, mais après, une belle fin de saison. Après, oui, c'est sûr que cette 3e place, il la vise. Et ça, c'est indirectement battre Marquez, celui qui va remplacer l'année prochaine, c'est sûr. Oui, ça fait partie de l'ego des pilotes. Je suis bien d'accord avec toi, Thomas. Et puis, c'est vrai que cette réflexion, elle est impressionnante. C'est qu'on l'oublie parce que, évidemment, les transferts se sont bouclés assez rapidement. Mais quand tu imagines le podium final du championnat et que tu vois chez Ducati partir à la fois Martin, certainement avec le numéro 1, et Bastianini avec le numéro 3, ça laisse grand ouvert la porte à Marquez et à Bagnaia pour un bras de fer en fait la saison prochaine, non, Michel? C'est ce qu'on peut imaginer, à moins qu'il y ait un miracle, qui se passe ailleurs. Après, voilà, on verra ce qui
ce qui va se passer chez Aprilia, qu'est-ce que vaut vraiment la moto aujourd'hui, qu'est-ce que Fabio Sterlacchini va apporter là-bas, qu'est-ce que Martin va aussi apporter, parce qu'aujourd'hui, Tu as été le premier à le souligner aussi en disant que cette Aprilia, elle méritait peut-être un pilote d'un niveau supérieur. Logiquement, c'est ce que devrait apporter Martin aussi. Oui, bah écoute, voilà, en tout cas, il y va pas en reculons. C'est un choix délibéré qu'il a fait. Il aurait pu rester avec une Ducati chez Pramac. Voilà, hein, parce que si Pramac est passé chez Yamaha, c'est aussi parce qu'il a décidé d'aller chez Aprilia. Voilà, c'est un choix et je pense qu'il est prêt à l'assumer. Il a compris que, je pense que, on l'a dit, hein, il a beaucoup travaillé cette année avec un psy justement pour gérer son impulsivité, son émotivité et aussi pour voilà de penser un peu positivement. Donc il rêvait ça fait longtemps qu'il rêve d'avoir un poste de pilote officiel, d'avoir un rôle de pilote d'usine. C'est Aprilia qui lui offre cette possibilité, donc il va l'embrasser, je pense, avec beaucoup de conviction et de détermination. Donc, encore une fois, il y a ce changement-là, et il y a Bezzecchi aussi qui arrive. Donc, voilà, chez Aprilia, il va y avoir beaucoup de changements. Techniquement aussi, on verra ce que ça donne. Donc, ça sera l'histoire de l'année prochaine. Écoute, pour l'instant, concentrons-nous sur cette finale et il sera temps d'imaginer, enfin, grand temps. Cela dit, dès le mardi 19 novembre, on verra déjà ce que ça donne d'avoir Martin sur un Aprilia. Ouais. Et juste une question justement par rapport à ces changements. Donc il y aura Barcelone, le Grand Prix, ok. Les tests du mardi, est-ce que ça sera plus révélateur que ce qu'on pouvait voir à Valence? Je parle sur les pseudo-résultats qu'on pourrait avoir au niveau des tests, parce qu'on dit souvent que Barcelone est un circuit particulier. Est-ce que ça sera plus de cohérence ou est-ce que ça sera du même niveau que Valence où il faudra de toute façon attendre ensuite les tests de début d'année 2025? Bah, écoute, ces tests, c'est plus une prise de contact. Oui. C'est plus une Non. prise de contact Ouais. qu'une journée de développement, quoi. Thomas? Oui, bien sûr. Après, oui, c'est sûr que Valence, c'est un peu particulier. Enfin, Valence. Alors, quand je parle de Valence, mais d'une façon générale, le test de Valence de fin de saison est toujours, comme dit Michel, une prise de contact. Ça permet aussi de faire un peu comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, ça y est, du dégrossissage, pour qu'ensuite les moteurs soient vers déverminage. Voilà, je cherchais en français un shakedown parce qu'après les pilotes ne touchent plus aux motos jusqu'à fin janvier, début février. Donc en fait, on est sur quelque chose où là aussi, c'est très important pour chacun des constructeurs de déterminer en tout cas la voie à suivre sur les développements moteurs, sur le châssis, sur pas mal de choses. Donc même si ça reste pas forcément révélateur de ce qui va se passer la saison prochaine, ça reste très important pour les constructeurs. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui est important, parce que comme tu viens de le dire, Thomas, après le test de Valence, ça s'arrête et on repart qu'au mois de janvier ou février, je ne me rappelle plus exactement. Oui, c'est ça pour le premier test hivernal. Voilà, mais la configuration du circuit de Barcelone par rapport à Valence, on est sur une configuration totalement différente. Est-ce que justement, ça peut permettre de partir dans d'autres directions qu'on n'aurait pas forcément aperçues à Valence? Tu vois, Valence est quand même un circuit beaucoup plus fermé, on ne va pas dire tourniquet, mais qui est beaucoup moins rapide, ça c'est une certitude. Et est-ce que Barcelone, par rapport à ça, par rapport à la tenue de ces tests, peut amener quelque chose de différent? Michel, je te sens faire la moue. Non, j'ai écouté ce que tu disais. Ouais, écoute, c'est un circuit effectivement différent, mais je sais pas, oui, il y a une plus grande ligne droite. Après, il y a surtout un revêtement qui est hyper glissant. Donc, est-ce que ça va impacter? Après, c'est un circuit sur lequel pas mal d'équipes ont déjà choisi de faire du testing. Pas le cas à Valence. Donc, après, encore une fois, ça va beaucoup aussi dépendre de la température. On sait qu'à Valence, la fenêtre d'exploitation elle est quand même réduite en novembre. Hein. C'est généralement prennent la piste à 10-11 heures et puis à 7 heures, c'est plié, voire un peu plus tôt si la journée est fraîche. Donc, c'est pas vraiment une journée de test. Voilà, comme le dit Thomas, on va essayer peut-être. Personne ne sait d'ailleurs pour l'instant ce qu'ils ont essayé, mais je suis pas sûr que ça soit plus important qu'était la journée de test à Misano, quoi.
Ouais, et pas forcément plus de conclusions à en tirer que, Non. par exemple, en début d'année, quand on va en Malaisie, où on dit que, bah, justement, à Sepang, c'est pas forcément le reflet de la réalité qui aura lieu sur la saison à venir, hein, Thomas. Non, non, bah, bien sûr que non. Bah, c'est sûr que ça va donner une tendance. Ça peut donner, enfin, pas une tendance, mais une indication sur déjà Mm. l'adaptation de chacun des pilotes, sur chacun enfin, avec chacun des constructeurs. Voilà, on sait que quand Marini est arrivé chez Honda, on savait que la saison allait être compliquée cette année. On savait que Zarco, il savait à quoi s'attendre déjà avant même d'arriver. Il savait que ça allait être compliqué. Voilà, ça donne des indications sur ce qui se passe. Mais bien évidemment, voilà. Et puis même l'année dernière, on a vu Marquez dès qu'il a fait son premier tour de roue, ses premiers Mm. tours de roue avec la Ducati, c'est sûr qu'on a vu que derrière, il était content. Bon, voilà. Mais ça ne veut Ouais. pas forcément dire qu'il allait défoncer tout le monde cette saison, comme ce qu'on beaucoup ont cru et que ça Quoique. n'a pas été le cas. Non, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, je veux dire, Oui, oui, non, c'est sûr. Même Zarco le disait ce week-end. Hein, il disait clairement qu'il s'attendait à ce que ce soit plus rapide et il a mis quand même un petit peu de temps avant de s'adapter à cette Mm. Ducati qui se pilote différemment d'une Honda avec laquelle il a roulé pendant 10 ans. Ouais. Enfin bon, il a quand même été vite Il fait le il a podium. été vite en acclimatation. Non, mais Il- je répète ce que dit Zarco, mais beaucoup disaient Mm. aussi qu'il allait gagner les premières courses. Enfin, Michel, je pense que je me trompe non, pas. non, mais il pouvait pas gagner avec une moto de l'an dernier. Il pouvait pas gagner les premières courses. Enfin, je veux dire, il y a un Bah, moment pourquoi pas, c'est donné, la même. Je veux dire, l'écart est, en début de saison, l'écart est quand même différent, est quand même plus proche entre la GP24 et la GP23. ok. Ouais, après, c'est vrai qu'aussi le début de Ah, saison, et moi aussi, j'avais. choisi par Dalia, donc je pense que les Ah gens, ouais. euh, le truc, enfin, c'est ce qui a séduit Dalia. Dalia, et aujourd'hui, il répète, il dit que de toute façon, pour lui, Marquez est plus fort que tout le monde parce que la capacité avec laquelle il s'est adapté, elle est juste incroyable. Parce Mm. qu'il y a la moto, il y a l'environnement de travail, il y a les méthodes, il y a les gens aussi autour. Il est passé dans une équipe où il avait tout le monde dédié à lui, dans une équipe satellite avec moins d'ingénieurs. Enfin bon, c'est quand même juste. Sachant en plus Ouais. qu'il il revient de blessures, d'opérations. Et, ouais. Enfin, Bon, bah, en bref. tout cas, de toute façon, on verra bien ce que ça donnera au soir de Barcelone pour la première journée sur la moto officielle. Déjà, on aura un point de repère par rapport à Bagnaia. Oui, après, je pense que cette journée est aussi intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire, on verra déjà encore une fois, si les conditions sont les mêmes tout le week-end et jusqu'au mardi, on verra ce que Martin peut faire avec la moto de Lèche Espargaro, qui en plus à Lèche Espargaro sera chez lui sur un circuit où il va vite, où il a gagné. Donc, ça sera intéressant de voir à moto mondiale ce que ça peut donner. Après, on peut aussi avoir des surprises. Est-ce que Yamaha va arriver avec son P4? Bon, Mm. j'en doute. Mais là, même s'il doit rouler quelque part aujourd'hui, mais voilà, on peut aussi avoir des surprises. A priori, il n'y a pas grand-chose. Chez Ducati, on sait que la nouveauté, ça va être c'est au niveau du châssis. Ils ont déjà testé à Misano. Chez Yamaha, donc on en a parlé, il y a un nouveau projet qui est en piste, mais pour l'instant, on ne sait pas où. Et il ne sera pas utilisé de toute façon l'année prochaine. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt pour la suite. Et puis, et puis chez Honda, d'après Zarco, justement, il n'y a pas grand-chose à attendre à Valence. Donc, je sais pas. Bon, à Barcelone. Mais bon. Oui, Non, mais c'est pas. Faut bien qu'on te charrie, Michel. Il oui, commence à être tard en Malaisie. Il commence à être tard en Malaisie. Alors justement, on a parlé de Yamaha, on a parlé de Honda. Bah justement, on va parler de nos Français parce que mine de rien, ça fait quand même quelques grands prix qu'on sent que la courbe elle est en train de remonter. Alors certes, pas très très vite, certes beaucoup moins vite que les pilotes l'imagineraient. Mais bon, Fabio, il fait quand même un super week-end. On a eu c'est pour la première fois, Thomas, tu vas me reprendre, nos deux Français en Q2. Et Euh, puis, deuxième fois ou première fois, je ne me rappelais plus. Deuxième fois, je crois, non? tu mets le doute là. Tu mets le doute. Non, non, Ouais, c'est déjà arrivé cette saison. Mais, ouais, c'est je déjà pense que c'est arrivé. la Bon, deuxième fois d'affilée déjà. ouais, déjà. Et ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a quand même un peu de progression. Alors, même si c'est pas forcément exceptionnel, mais Fabio, on lui aurait dit au début du week-end qu'il terminerait cinquième et sixième, sprint et Grand Prix. Je suis pas certain il nous aurait cru. C'est à qui tu poses la question? À toi, tiens, ça t'apprendra. Non, non, bah, écoute, après, comme je disais tout à l'heure, en fait, là, ce qui se passe avec ce qui s'est passé aussi ce week-end, c'est qu'on a eu quand même deux pilotes KTM en moins. On a eu, parce qu'il y a eu le drapeau rouge, il y a eu les Aprilia qui sont complètement en retrait. Donc, si tu veux, ça rapproche encore une fois le fait que ce qu'arrive à faire Fabio,
sur une course, bah, il fait la différence. Après, ce week-end, Ouais, ce qu'ils ont mais fait, je te coupe 30 secondes, Thomas. Mais oui, ok, pour la course, il y avait les 2 KTM en moins. Mais au chrono, pour la oui. qualif, il est là quand même. Alors, Et là, tout le alors monde est attends, surpris. laisse-moi. Alors après, Vas-y, du coup, vas-y, vas-y, déroule. je finis. Après, du coup, ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il dit, ce qu'il a voulu. Sur le point sur lequel il a travaillé ce week-end, c'est sur l'électronique. Lui, ce qu'il a, en gros, pour résumer grossièrement, il réduit l'électronique au maximum pour avoir une gestion plus fine de l'accélération, du cabrage, de la glisse avec la poignée. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé ce week-end. Avec cette gestion plus fine, lui a permis d'être un peu plus rapide. Maintenant, je reste pas convaincu que ce soit une solution pérenne face aux Ducati ou aux autres constructeurs qui ont une électronique beaucoup plus aboutie. Mais en tout cas, ça lui a permis ce week-end de pouvoir faire quelque chose, voilà, de décrocher un très bon résultat. Il voulait tester ça. Il l'a dit le jeudi en arrivant. Il voulait tester, faire un gros truc sur l'électronique. Il s'est dit c'est l'occasion de tester. On va tester. Ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, ça a donné de bons résultats. Voilà. Mais est-ce que c'est une solution pérenne? Je suis pas convaincu par contre. La configuration du circuit s'y prêtait peut-être justement avec moins d'accélération, moins stop and go, on va dire, comme circuit, ce qui permettait peut-être de tester ce genre de choses. Oui, bien sûr. Puis après, de toute façon, il a jamais non, enfin, il a toujours, enfin, il a quand même un bon palmarès sur ce circuit-là aussi, hein, sur le circuit de Sepang. Donc, c'est pas non plus un circuit qui est, contrairement à ce qu'on peut croire avec les deux ligne droite, un circuit qui est que propice au Ducati. Donc, c'est aussi un circuit qu'il apprécie, qu'il aime. Donc, bon, je pense que ça a dû aider. En tout cas, ce qu'il a apporté ce week-end, bon, ça montre qu'il y a un problème au niveau de l'électronique. En tout cas, ça met le doigt sur quelque chose. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner sur les prochaines courses, en tout cas sur les prochains développements, quoi. Ouais, Sharjah Yamaha travaillait en ce sens. Et puis Michel, il a quand même été au bout de lui-même parce que il prend quand même un sacré volume au premier départ avec l'accrochage avec Miller et Binder. Alors heureusement, tout s'est bien terminé pour les trois, hein, mais bon, Miller et Binder. À mon avis, Binder, on a dit qu'il avait eu des problèmes techniques. Je pense que c'est plus physique, non, pour qu'il ne reparte pas, Michel. J'en sais rien, je sais pas. D'accord. J'ai pas vu, j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps encore de fouiller là-dessus. En revanche, pour revenir, si je peux revenir sur l'histoire de Yamaha, Rins aussi est 8e. Donc c'est pas que Ouais. Fabio, c'est que clairement Ouais, il y là, a eu des progrès c'est double. parce qu'ils ont ils ont travaillé sur des nouvelles cartographies d'électronique. Et les deux pilotes, pas que Fabio, mais Rins aussi, ça a démontré très content. Donc voilà, ils ont trouvé des solutions c'est le sud de l'électronique, c'est un sujet où Yamaha est en retrait depuis un moment. Donc là, visiblement, il y a un vrai progrès. Ils avaient un nouveau moteur aussi, mais que malheureusement, Fabio a cassé dès le premier tour vendredi, donc il n'a pas utilisé. Et que Rins lui a utilisé, mais dit qu'il ne voit pas trop de progrès. Alors que Fabio dit que dès que son premier tour, il a vu qu'en vitesse, c'était mieux. Parce que là, on est revenu encore chez Yamaha des vitesses assez basses, hein, on l'a vu. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur la Yamaha. Après, pour la course, sa 6e place est d'autant plus méritoire, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a cette chute qui est quand même violente. Il prend une grosse béquille et surtout, il doit repartir avec sa 2e moto. Donc la 2e moto, ça veut dire qu'il a pas il doit partir avec un pneu médium à l'avant parce qu'il a plus le soft qui était sur la première. La location était terminée et il doit repartir avec un médium à l'arrière qui a déjà fait 5 tours pendant les essais, qui a été chauffé, qui a refroidi, donc qui a forcément moins de performance que le pneu qu'il avait sur la moto numéro 1 avec laquelle il avait pris le premier départ. Donc ça souligne encore plus sa performance. Et voilà, moi, effectivement, les Yamaha, il y a quand même du mieux depuis quelques courses. Ouais, non, mais c'est clair et c'est important que tu reviennes sur ce point parce que c'est vrai que 6e, ok, mais effectivement avec une moto qui n'était pas celle prévue au départ, les pneumatiques qui n'étaient pas les bons évidemment, donc ça effectivement ça conforte sa performance. Donc on verra ce qui se passera à Barcelone, mais en tout cas je pense que même lui dans son attitude, enfin en tout cas moi ce que j'ai pu voir à travers les retransmissions télé, même lui on le sentait quand même plus enclin à être positif, autant par le passé, même quand nous on considérait que c'était plutôt le verre à moitié plein, lui il voyait toujours un petit peu à moitié vide. Et là, ce week-end, j'ai l'impression qu'il était plus positif. Tu vois ce que je veux dire, Michel? Bah oui, mais je pense que comme Johan, le fait de se retrouver, comme voilà, Johan il a dit, ça fait au début d'année on se battait pour entrer dans le top 20. Là maintenant, quand tu passes en Q2, que tu te bats avec d'autres motos et pas seulement avec des Yamaha, que tu peux te battre avec des pilotes Aprilia ou avec des pilotes KTM.
forcément, moralement, ça fait du bien et ça donne un peu d'énergie, quoi. Alors justement, Johan, bon, on va pas revenir sur sa course sprint parce que c'est une casse moteur, donc là on peut rien y faire. Hein. C'était voilà, c'est comme ça. Par contre, en course, il était neuvième. Je crois qu'il fait une petite erreur, ce qui permet à Bezzecchi de revenir sur lui. Et ensuite, après, Bezzecchi fait le ménage parce que il le pousse un peu. Vous avez discuté avec Johan comment il décrypte sa course? Moi, j'y étais pas. Je suis arrivé trop tard au débrief, donc j'ai eu que la fin du débrief. Donc je laisse Michel. Non, écoute, il s'est pas plaint de l'attitude de Bezzecchi. Non, voilà, il y avait de la bagarre. Il était plutôt content de sa course. Et encore une fois, des progrès depuis, enfin voilà, de la conclusion de la tournée Outre-mer sur une note positive. Et ce que je sais pas si on peut l'expliquer, mais bon, il y a son investissement personnel, mais encore une fois, qu'est-ce qui explique ce fossé, j'exagère, mais cette différence entre Johan d'un côté et les autres pilotes Honda, parce que globalement, il y a échange de données, on croise les informations, etc. Qu'est-ce qui fait que Johan, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous Français, soit encore une fois le leadership et on comprend pas ce qui se passe derrière. Mir est encore tombé. Enfin, voilà quoi, c'est assez impressionnant et on a l'impression que doucement mais sûrement, avec le travail que fait Johan, on retrouve une situation qu'on connaissait avec Marquez, c'est-à-dire Marquez devant, les autres derrière. Alors à un moindre niveau, on est bien d'accord. Hein, il joue pas encore la victoire, Johan, mais on a l'impression que voilà, ça se creuse inéluctablement et que derrière ça réagit pas. Comment vous le percevez vous sur place, Michel? Je pense qu'il a plus de niaque et d'énergie déjà, premier point. Et deuxième point, ils n'ont pas la même moto. Je pense que Mir et Marini ont fait beaucoup de choses et je pense que le team LCR, grâce à notamment Bifi, qui gère tout ça très bien, ils ont défini une moto, une base avec laquelle ils travaillent par petites touches pour la faire au goût de Johan, et je pense que c'est plus efficace que de partir dans tous les sens comme les deux autres pilotes le font. Après, obligés parce qu'ils sont pilotes officiels HRC avec les contraintes que ça impose. Donc voilà, je pense que c'est plus méthodique du côté de l'LCR qu'aujourd'hui que du côté du team Honda Repsol. D'accord. Thomas? Je partage l'avis de Michel. Et puis après, je pense que contrairement enfin, c'est vraiment une opinion totalement personnelle, mais contrairement à quand on pose je reprends ma phrase, quand on pose des questions à Johan sur le côté technique, il va te dire je ne suis pas un ingénieur, je suis pas un ingénieur, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Et je pense que Johan a cette capacité, en tout cas, de bien exprimer les ressentis qu'il a sur la moto. Et je pense que comment expliquer l'harmonie qu'il y a dans le team LCR, de bosser avec Christophe Bourguignon, je pense que ça aide beaucoup et je pense que le ressenti qu'il arrive à avoir, à exprimer sur la moto, aide au développement. Et en fait, tous les besoins qu'il exprime depuis le début de la saison ont été corrigés avec des évolutions que seul lui, en tout cas, arrive à exploiter. En tout cas, avec un nouvel aéro qui lui permet en tout cas d'exploiter un peu mieux la moto, de la rendre un peu plus agile, on va dire, d'abord de compenser des choses au freinage qu'il n'arrivait pas jusqu'à présent à l'accélération. Enfin voilà, des choses qui, quand on lui pose la question, tu vas te dire je suis pas un ingénieur, mais je pense qu'il arrive à vraiment exprimer ce qu'il a besoin. Ouais, entre son ressenti et je dirais la mise en application par l'équipe technique de LCR, ça fait cette alchimie. Mais un truc qui est tout bête, alors je pose ça comme ça sur la table, mais il y a ni Marini ni Mir n'a décidé de se dire bah tiens, faites-moi une moto comme celle de Zarco pour au moins comprendre pourquoi lui va vite lui est performant et pas nous. C'est ce que tu dis, Michel, ils sont prisonniers de ce carcan HRC avec forcément ces de nouveautés, de pièces à essayer, etc. Ils ne peuvent pas un jour dire attendez, temps mort, on va se mettre sur la même base que Zarco et on va voir ce que ça donne. Honnêtement, j'en sais rien, Eric. Tu sais, chez Honda, il n'y a pas d'interlocuteur par les pilotes qui s'expriment. Alberto Pucci ne parle pas aux journalistes, enfin en tout cas pas à part quelques Catalans qui lui sont proches, sinon il parle à personne. Chez Honda, c'est toujours un peu, comment dirais-je, compliqué d'avoir des informations. Donc voilà, on en a forcément plus par le camp Johan, non seulement par nos bonnes relations avec lui, mais aussi
que ce soit Guccio, Bif, voilà, avec cette équipe qu'on fréquente depuis des années. Donc, plus d'infos à ce niveau-là donc ce que fabrique Mir et Marini, je sais pas trop, mais après c'est évident que aujourd'hui les Japonais ils travaillent dans tous les sens, donc ils ont des pièces à essayer et ils les font. Voilà, c'est un peu leur rôle aussi. Donc maintenant où ils en sont dans tout ça, je peux pas te dire vraiment. Après, alors, en milieu de saison, on savait qu'il y avait 4, on va dire, quand on discutait avec Johan, il nous expliquait qu'il y avait 4 développements qui étaient un peu menés de front par Honda, c'est-à-dire 4 motos différentes. Dans l'idée, ils espéraient à un moment donné merger, fusionner en tout cas toutes ces évolutions. Et je pense que d'un côté, je pense que Johan a suivi son petit bonhomme de chemin en termes de développement, et je pense que le HRC, en tout cas l'équipe officielle, pardon, a suivi aussi son chemin, parce qu'on regarde les motos, elles sont différentes, les châssis sont différents. Marini avait un nouveau châssis ce week-end qu'il a immédiatement exclu le vendredi parce qu'il trouvait que c'était pas il fonctionnait absolument pas. Donc ils essayent aussi des choses. Donc c'est difficile aussi de développer une moto pendant un week-end de course, sachant que tu n'as qu'une seule séance d'essai libre le vendredi matin, d'essayer de te qualifier pour la Q2 l'après-midi. Donc en tout cas, même si ça se voit un peu moins, peut-être en termes de résultats, je pense que la HRC travaille. Ils ont peut-être pas forcément les pilotes les plus rapides actuellement, mais en tout cas, ils testent des choses. Et donc peut-être que le travail de dégrossissage que fait le HRC aide aussi indirectement ce Zarco aujourd'hui. Ok, bon, bah écoutez, on va suivre ça. Il nous reste un rendez-vous. Ça sera donc le 17 novembre, hein, si je ne dis pas de bêtises au niveau des dates. Ça sera donc à Barcelone. Évidemment, on pense bien fort à toutes les personnes qui sont autour de la communauté de Valence et par rapport à ces intempéries. Hein. J'espère qu'il y aura des actions menées par la Dorna dans le cadre de ce Grand Prix de Barcelone, notamment, pourquoi pas reverser des recettes ou des fonds à cette communauté de Valence qui a été vraiment meurtrie, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, messieurs, merci. On va vous libérer hein, parce qu'il commence à être tard. Là, il est quelle heure? 20h30 en Malaisie, hein, c'est ça? Exactement. Il y a encore un peu de travail, Eric. C'est fini le jour. Voilà, on va vous laisser travailler et puis on se retrouve d'ici 15 jours pour le dernier Grand Prix de la saison et on aura forcément le nom du champion du monde. Merci Thomas, merci Michel. Bonne fin de soirée, bonne fin de travail. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve dans 15 jours maintenant pour le dernier débrief de la saison, la dernière émission de Tollback GP concernant les débriefs MotoGP, mais Tollback GP tournera pendant l'hiver. On vous réserve quelques surprises. On travaille en ce sens à cela. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, on s'excuse pour les petits bruits parasites, mais vous l'avez compris, on s'est adapté au planning et aux horaires de Michel et Thomas qui étaient en Malaisie avec nous. Sur ce, bonne fin de soirée et à très vite sur l'antenne de Fastlane TV. Ciao, ciao.